Salut à tous! Dans cette nouvelle vidéo, on va voir l'anatomie de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, aussi appelée rachis, est une chaîne osseuse résistante. Elle entoure et protège la moelle épinière. Elle est formée au total de 33 vertèbres. La colonne vertébrale est composée d'une colonne mobile constituée de 24 vertèbres libres et d'une colonne fixe constituée de vertèbres soudées où on va retrouver le sacrum et le coccyx. Concernant la colonne mobile, on va retrouver 7 vertèbres cervicales numérotées de C1 à C7, 12 vertèbres thoraciques, appelées aussi les vertèbres dorsales, elles sont numérotées de T1 à T12, et 5 vertèbres lombaires numérotées de L1 à L5. Les vertèbres lombaires sont les plus robustes car elles doivent supporter tout le poids de la colonne. Concernant la colonne fixe, on va avoir au niveau du sacrum 5 vertèbres sacrées qui sont soudées entre elles. Elles sont numérotées de S1 à S5 et 4 vertèbres coccygiennes. Selon les individus, on peut trouver 3 à 6 vertèbres soudées au niveau du coccyx. Ça va dépendre des personnes. Donc au total, le rachis est formé de 33 vertèbres. On va maintenant parler des courbures de la colonne vertébrale. Dans un plan frontal, le rachis est rectiligne alors que dans un plan sagittal, on retrouve plusieurs courbures. Ces courbures vont permettre d'augmenter la résistance de la colonne. Le rachis présente deux types de courbures, la lordose et la kyphose. Elles sont toutes les deux physiologiques. La lordose correspond à une courbure convexe en avant de la colonne vertébrale, alors que la kyphose correspond à une courbure convexe en arrière de la colonne. On va retrouver une lordose au niveau des cervicales et lombaires et une kyphose au niveau des dorsales et du sacrum. Voici un petit mémo technique pour retenir l'ordre des courbures. Il faut penser à la banque LCL pour lordose cervicale, kyphose dorsale et lordose lombaire. Nous allons voir maintenant la structure d'une vertèbre type. Une vertèbre type est composée de deux parties. Une partie antérieure qui correspond au corps vertébral. Il est de forme plus ou moins cylindrique. Ses faces inférieures et supérieures donnent attache aux disques intervertébraux. La deuxième partie correspond à l'arc vertébral. C'est la partie postérieure de la vertèbre. L'arc vertébral est constitué de 5 parties. On va retrouver les pédicules, les processus transverses, les processus articulaires, les lames et le processus épineux. Les pédicules sont deux piliers qui se projettent vers l'arrière. Les lames se dirigent vers l'arrière et médialement des pédicules. Elles fusionnent en arrière pour former le bord postérieur du foramen vertébral. Les processus articulaires et les processus transverses naissent des jonctions entre les pédicules et les lames. Le processus épineux naît à la jonction des lames et il est dirigé vers l'arrière. Le foramen vertébral est un trou situé en arrière du corps vertébral. Il permet le passage de la moelle épinière. Attention à ne pas confondre avec le foramen intervertébral qui correspond au trou entre les pédicules des deux vertèbres adjacentes. Il permet entre autres le passage du nerf rachidien. Voici un récapitulatif d'une vertèbre type. À chaque étage de la colonne vertébrale, on va retrouver des vertèbres types au niveau des cervicales, thoraciques et lombaires. On va voir qu'elles ont des caractéristiques différentes à la vertèbre type qu'on a vue précédemment. Au niveau des cervicales, la vertèbre type a un corps vertébral court et de forme quadrangulaire. Les processus transverses se situent en avant des processus articulaires. Chaque processus est performé d'un foramen transversaire où vient passer l'artère et la veine vertébrale. À l'extrémité du processus transverse, on va retrouver deux tubérosités, dont un tubercule antérieur et un tubercule postérieur. Le processus épineux est de forme triangulaire. Il est court et bifide, c'est-à-dire qu'il est fendu en deux et porte deux tubercules à son sommet, sauf au niveau de C7 où le processus épineux est unifide. Le foramen vertébral est grand et de forme triangulaire. Les processus articulaires naissent de la jonction du pédicule et des lames. Ils sont en arrière des processus transverses. Au niveau des thoraciques, la vertèbre type a un corps vertébral en forme de cœur. De chaque côté, il possède deux facettes articulaires pour les côtes, une supérieure et une inférieure. Le processus épineux est très long. Il est orienté en oblique en arrière et en bas et a une forme prismatique triangulaire. Les processus articulaires naissent à la jonction des pédicules et des lames. Ils sont situés en avant des processus transverses. Les processus transverses sont dirigés en dehors, en arrière et en haut. La face antérieure de l'apex présente une facette articulaire pour le tubercule de la côte. Le foramen vertébral est plutôt circulaire et petit. Au niveau des lombaires, la vertèbre type a un corps vertébral volumineux et aplati. Il est large et ovale.
Le processus épineux est trapu de forme quadrangulaire. Les processus transverses sont fins et allongés. Ils naissent au niveau de la jonction des pédicules et des lames. Ils sont en avant des processus articulaires. Le foramen vertébral est de forme triangulaire. Il est plus petit que celui au niveau cervical, mais plus gros que celui au niveau thoracique. Après avoir vu les caractéristiques des vertèbres types de chaque étage, on va parler des deux premières vertèbres cervicales. Elles sont particulièrement différentes des autres. La première vertèbre se nomme l'atlas et la deuxième s'appelle l'axis. Voici une astuce pour retenir le nom de ces deux vertèbres. Dans la mythologie grecque, l'Atlas portait le monde sur ses épaules. Ici, l'Atlas porte la tête, donc l'Atlas est la première vertèbre cervicale. L'Atlas ressemble à un anneau avec deux grandes masses latérales unies par un arc intérieur et un arc postérieur. Cette vertèbre n'a pas de corps vertébral ni de processus épineux. L'arc antérieur est composé d'un tubercule. Sur sa face postérieure, on retrouve une fossette pour la dent de l'axis. L'arc postérieur est constitué aussi d'un tubercule. La face supérieure des masses latérales comporte les cavités glénoïdales où viennent s'articuler les condyles de l'os occipital. Les processus transverses offrent un point d'attache pour les muscles. Ils sont aussi perforés d'un foramen transversaire afin de laisser passer l'artère et la veine vertébrale. La deuxième vertèbre cervicale, nommée l'axis, présente globalement les mêmes éléments qu'une vertèbre type cervicale. Cependant, le corps vertébral dégage la dent de l'axis, appelé aussi le processus odontoïde. C'est un processus volumineux, cylindrique et vertical. Il va s'articuler avec l'atlas. La face postérieure de la dent a une surface articulaire pour le ligament transverse qui permet de la maintenir à l'atlas. On va maintenant voir l'anatomie du sacrum. Le sacrum est un os issu de la fusion de 5 vertèbres sacrées. Il est de forme triangulaire. Au niveau supérieur, il s'articule avec la dernière vertèbre lombaire via le disque intervertébral et ses processus articulaires. Au niveau inférieur, il s'articule avec le coccyx pour former l'articulation sacro-coccygienne. Latéralement, il s'articule avec les deux os iliaques pour former les articulations sacro-iliaques. Sur une vue antérieure, on observe des lignes transversales. La largeur du corps du sacrum diminue, avec S1 la plus massive et S5 la plus petite. Le promontoire est le bord de la partie du plateau supérieur du sacrum. On observe des foramen sacrés intérieurs qui sont pairs. Ils sont situés sur le même plan des stries transversales. On les numérote de 1 à 4. Ils permettent le passage des nerfs rachidiens sacrés. Sur une vue postérieure, on retrouve des petites crêtes ossifiées. Au milieu, on retrouve la crête sacrée médiane. Elle représente la fusion des processus épineux. Cependant, à S5, on ne retrouve pas de processus épineux. Cela forme l'hiatus sacré qui constitue l'orifice inférieur du canal sacré. On retrouve une crête sacrée latérale. C'est la fusion des processus transverses. Entre ces deux crêtes, on retrouve la crête sacrée intermédiaire. C'est la fusion des processus articulaires des vertèbres. Sur la partie supérieure, on observe le canal sacré pour le passage des nerfs rachidiens de la queue de cheval. On retrouve aussi des foramen sacrés postérieurs. Pour terminer, le coccyx est de petite taille de forme triangulaire. On retrouve généralement 4 vertèbres soudées. On lui décrit une base qui s'articule avec l'apex du sacrum. On va maintenant parler du disque intervertébral. Le disque intervertébral est une structure de fibrocartilage qui se situe entre deux corps vertébraux. On en retrouve 23 car ils ne sont pas présents entre les deux premières vertèbres cervicales ainsi qu'au niveau du sacrum et du coccyx. Les disques intervertébraux sont constitués de deux parties. Un anneau fibreux situé sur la périphérie. Cet anneau entoure une substance gélatineuse nommée le noyau pulpeux. Il permet en partie d'absorber les contraintes de compression entre les vertèbres. La hauteur et l'épaisseur des disques varient en fonction de l'étage de la colonne vertébrale. Le disque intervertébral permet d'amortir les chocs et les pressions de la colonne vertébrale ainsi que de créer une certaine mobilité et flexibilité entre les vertèbres. Il permet également de consolider la colonne vertébrale et les vertèbres entre elles. Pour terminer cette vidéo, on va parler des principaux ligaments au niveau de la colonne vertébrale. Les vertèbres sont renforcées et maintenues par plusieurs ligaments. Le ligament longitudinal antérieur s'étend de la base de l'os occipital jusqu'au sacrum sur la face antérieure des disques et des corps vertébraux. Le ligament longitudinal postérieur s'étend de l'axis jusqu'au sacrum ou coccyx. Il se situe sur la face postérieure des disques et des corps vertébraux. Le ligament jaune permet de relier les lames aux deux vertèbres adjacentes. Il participe à la formation de la paroi postérieure du canal vertébral.
Le ligament supraépineux permet de relier le sommet des processus épineux de toutes les vertèbres comprises entre la vertèbre C7 et le sacrum. Le ligament interépineux est tendu entre les processus épineux des vertèbres adjacentes. Il forme une cloison entre les deux processus épineux. Le ligament intertransversaire permet d'unir les processus transverses des vertèbres adjacentes. Voici un récapitulatif des ligaments de la colonne vertébrale. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Dis-moi dans les commentaires ce que tu aimerais voir sur cette chaîne YouTube. Je te dis à bientôt et te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.